Donc j'ai le plaisir de vous présenter notre invité du jour. C'est notre dernière conférence, hein, la dernière et pas la pire. On va dire ça comme ça, mais ça fait un écho terrible. Bon, peut-être que je dois parler plus près. Non, je ne sais pas. Non, plus loin. D'accord. Alors, Gilles Rémy est musicologue, il est musicien, il est flûtiste, je ne sais pas si on peut le dire. On ne va pas te demander une représentation musicale. Si, tu as ta flûte avec toi? Non, non, pas de chance. Il est professeur aux arts au carré, à l'IAD. Il donne cours aussi au Conservatoire de Bruxelles. Et il m'a précisé qu'il donne un cours d'histoire comparée des arts. Et puis, bien sûr, un cours d'histoire de la musique. Je vais tout de suite lui donner la parole. Son titre est déjà affiché, je pense. Oui. Le pouvoir narratif de la musique instrumentale. Je lui donne la parole. Merci beaucoup, Gilles, d'être parmi nous. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci Catherine pour cette présentation. Merci aussi à Anne Staquet qui nous a quittés il y a quelques minutes, qui n'est pas en état de rester. Je la remercie de toute façon parce que c'est elle que je connais et qui m'a invité à faire cette présentation dans le cadre de ce cycle de conférences intitulé Conversation pour interroger précisément la question de la musique comme un langage et voir si on pouvait parler de musique comme un langage. J'ai même été au-delà parce que dire que c'est un langage, c'est assez affirmatif, je pense. C'est peut-être un langage sans le sens, sans signification, ça c'est possible, mais c'est néanmoins un langage où on communique des éléments avec la musique, des émotions notamment. Mais j'ai été au-delà en me disant, mais oui, on peut pousser les choses, et ça s'est fait depuis longtemps en musicologie, et les artistes l'ont fait bien avant, en interrogeant la question de la narration, et du pouvoir de la narration dans la musique. Alors, je suis parti de cette idée pour construire... Voilà. Pour construire quelque chose autour de la narratologie musicale. Mais j'ai quand même posé la question, d'ailleurs, c'est ce qui figure ici sur le diaporama, est-ce qu'elle est narrative, la musique instrumentale? J'ai pas véritablement exclu la musique vocale, parce que la musique vocale, celle de l'opéra par exemple, de la chanson, elle a le secours de la parole pour dire les choses, et qu'à ce moment-là, la narration tombe sous le sens. La musique soutenant peut-être les mots, ou est soutenue par les mots, ça peut aussi s'entendre comme cela, mais la musique instrumentale plus abstraite, ou de nature plus abstraite, peut-elle exprimer des choses de nature narrative? Il me semblait qu'on pouvait répondre par l'affirmative, mais ce n'est pas nécessairement toujours le cas, et ce n'est pas systématique non plus. On peut entendre la musique comme un jeu de formes, comme une composition, d'agencement de choses, comme peut-être on peut imaginer une géométrie musicale, si vous voulez, qui se développerait sans aucun objectif narratif. Dans des musiques très élaborées, assez complexes, peut-être plus contemporaines, elles sont totalement dénuées d'intention narrative. Est-ce qu'on peut parler de narration quand une musique élabore un procédé très compliqué, d'élaboration de sons éparpillés comme cela, sans qu'il y ait de direction ou de flux ou de fil conducteur narratif? Mais oui, bien sûr que oui. Donc, dire que toutes les musiques instrumentales sont narratives, ça c'est une erreur. Ça me paraît assez clair. Dire que certaines ont fait l'effort peut-être d'être narratives, c'est tout aussi évident dans le sens inverse. Alors la question de la signification, elle est beaucoup plus délicate encore. Parce que quand on dit qu'une musique signifie quelque chose, comme un langage signifie, comme la langue française signifie, dans le rapport signifiant-signifié, oui, on comprend bien qu'on utilise des mots pour communiquer et que ces mots renvoient à quelque chose, le signifié en l'occurrence. La musique est un signifiant. Est-ce qu'elle a un signifié? Alors là, les débats sont ouverts et la musicologie n'a certainement pas tranché. Et ça fait pas si longtemps que cela que les musicologues du monde entier, d'ailleurs, se posent la question de la signification. Pour certains, elle en a une à certains moments, et pour d'autres, non, elle s'auto-suffit en tant que telle, elle ne fait référence à rien d'autre qu'elle-même. Donc elle se renvoie à elle-même sa propre signification, si vous voulez.
Alors, est-ce que les formes musicales, ça c'est une belle question, et bien sûr c'est le propos qui va suivre, est-ce que les formes musicales peuvent constituer un obstacle à la narrativité? La réponse est oui. Et pourquoi? Parce que beaucoup de formes musicales dans le domaine classique, je parlerai essentiellement de la musique classique, je vais aussi faire une intrusion dans le jazz symphonique parce que je trouvais intéressant de déployer un peu ailleurs la question de la signification de la musique, enfin de la narrativité de la musique, mais je ne vais pas explorer les langages musicaux, disons non occidentaux, au sens large. Hein. Ce serait intéressant de le faire aussi, j'en suis pas tout à fait capable, c'est déjà difficile de le faire dans les musiques qu'on connaît, c'est un peu plus délicat dans les univers plus éloignés, qui ont leur code propre d'ailleurs, et c'est pas toujours évident de les maîtriser. Mais donc la forme musicale, qu'est-ce qu'on entend par une forme musicale propre? Une sonate par exemple, une symphonie, un air d'opéra. Ces formes sont structurées par un schéma classique qui est toujours le même et qui est utilisé aussi bien dans les musiques vocales qu'instrumentales, qui est une structure en 3 parties. A, B, A, exposition, développement, réexposition. Ce type de schéma, qui revient donc à l'état initial, A, B, A, ça peut être A' éventuellement, c'est-à-dire avec une légère modification, empêche tout flux narratif de débuter avec un point de départ et d'aller vers une conclusion, vers un dénouement par exemple, d'évoluer vers quelque chose, puisqu'il y a un retour au point de départ. C'est contraire à tout récit littéraire, c'est contraire aussi, si on regarde le langage cinématographique, on ne regarde pas la scène une deuxième fois au cinéma, sauf cas rare. Donc, il y a une continuité, et la musique s'efforce de revenir au point de départ. C'est un fait assez important en musique, et qui est propre, et qui est spécifique au langage musical, et qui répond à quelque chose d'essentiel, c'est de se dire qu'il faut que la mémoire de l'auditeur, de l'auditrice, puisse capturer les thèmes musicaux qui sont offerts, et pour cela, il est bon de les répéter, pour qu'on puisse avoir une idée de la globalité d'un morceau. Donc la structure A-B-A, qu'on appelle de type forme sonate dans le jargon musicologique, si vous voulez, eh bien c'est une structure qui est valide depuis, grosso modo, Jean-Sébastien Bach jusqu'à beaucoup de musiques encore assez récemment. Pas toutes les musiques, effectivement. Mais donc, elles font obstacle à la narrativité. Ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas accueillir, qu'on ne peut pas adapter une forme musicale, comme la musique à programme va le faire, comme le poème symphonique va le faire aussi, ou d'autres formes vont dissoudre ce schéma encombrant pour qu'il puisse devenir, pour que la forme musicale puisse convenir à être narrative, puisse être soluble dans une forme de narrativité. Alors, la sémiologie, qui est une science qui vient de la linguistique aussi, et que les sémioticiens étudient, eh bien, les musicologues se sont appuyés abondamment sur la sémiologie pour adapter les schémas, adapter les structures, et voir si on pouvait translater d'une discipline à l'autre, de la linguistique à la musique, par exemple, de voir s'il y avait des schémas plus ou moins universels qui pouvaient être applicables. Alors ça dépend d'une langue à l'autre. J'ai pris ici l'initiative de montrer 2 schémas d'un ouvrage du linguiste Olivier Soutet, j'ai pris une phrase très simple pour démarrer, et une mélodie très simple également de Mozart pour démarrer aussi, pour montrer l'analogie syntaxique. La syntaxe est donc une construction comme ça, qui se déploie horizontalement. Et si je prends la phrase « le facteur distribue le courrier », j'ai donc le syntagme nominal, le déterminant, le nom, le facteur, puis le radical, la désinence, distribue « e ». On pouvait avoir distribué ou distribuera, par exemple, à l'imparfait ou au futur. Et puis le courrier, le complément. Et donc, on a une structure, la phrase se développe avec ses membres qui se rejoignent, et on montre cela avec ce triangle, cette structure arborescente qui apparaît assez facilement sous vos yeux. On peut évidemment rajouter des adjectifs, on peut compléter, on peut aussi modifier la phrase, sans même l'inverser si on veut, sans modifier son sens. En disant par exemple, le courrier a été distribué par le facteur. On ne peut pas faire ça en musique. Si on part en arrière, ça ne marche pas.
Il y a des tas de choses qui ne sont pas compatibles, où l'analogie ne fonctionne pas. Mais le schéma qui figure en dessous, qui provient d'un ouvrage de référence dans la musicologie anglophone de Lerdahl et Jackendorf, montre au fond, et c'est moi qui les rapproche ici, hein, ils ne se sont pas concertés du tout, hein, montre au fond que les structures qui sont dans la musique ici, présentes avec cette mélodie, eh bien, on peut avoir effectivement un début, une fin et un milieu. Ce milieu, c'est un point pivot, si vous voulez, de suspension dans la phrase, où on sait très bien que la phrase n'est pas finie, parce qu'il n'y a pas le retour à la tonique. La tonique est impérative, le retour à la tonique est impératif pour qu'il y ait sentiment de fin, de conclusion. Donc on démarre avec la tonique, on avance dans le schéma, suspension, et puis il y a un deuxième membre. C'est facile, c'est à chaque fois 2 membres de 4 mesures, donc c'est extrêmement équilibré. Et on déroule le tout avec un début et une fin, et on rappelle les choses. Voilà, c'est une simple petite berceuse au fond de Mozart qui montre, hein, on va l'écouter, ce sera plus facile, qui montre clairement que la phrase musicale obéit à une forme assez stricte, d'un schéma finalement, que l'on peut appliquer à beaucoup de phrases musicales. Voilà, on recommence, je vais aider à suivre. Hein. Suspension, on recommence. Et la conclusion. Voilà. Après, ce sont des variations sur le thème. Voilà. Mais donc, si on garde rien que la première phrase, comme on prendrait une mélodie populaire, par exemple, ben on s'aperçoit qu'il y a un schéma avec des fonctions, avec des piliers, la tonique, la dominante, la tonique, la dominante, et la tonique pour terminer, qui correspond précisément à cette structure arborescente qui montre au fond que la direction part de là, et on va jusqu'ici. Donc ça donne effectivement à la fin, à la chute, si vous voulez, finale, le point d'appui vers lequel la phrase va tendre. Alors l'analogie fonctionne un peu, elle a ses limites, effectivement. Est-ce que cette phrase, qui est peut-être une berceuse, cette musique est peut-être une berceuse de Mozart, je dis peut-être parce qu'on peut l'utiliser autrement, elle n'a pas de signification, elle ne raconte rien. C'est ce balancement de la mesure pam, 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 qui fait penser qu'effectivement, elle s'inscrirait dans une berceuse. Le tempo allant, balancé, voilà. Et on énonce la phrase de cette manière-là. Alors, si on supprime des notes, on peut le faire sans dénaturer complètement. Si on déplace les piliers, on dénature la phrase. Et si on inverse le propos, on ne peut pas mettre d'autres notes, les substituer avec d'autres notes non plus, ça ne marche plus. Donc il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas, alors que la langue française permet bien sûr de substituer un nom par un autre, sans nécessairement modifier l'intégralité du sens, si on trouve un synonyme par exemple. Hein? Voilà. Donc voilà des analogies intéressantes qui montrent qu'effectivement, on peut constituer, à partir de la linguistique, observer des schémas similaires et les appliquer à la musique. Alors si j'interroge la narratologie musicale, j'ai repris ici quelques termes, peut-être il faut revenir sur leur signification. On peut effectivement les appliquer à la musique, mais il faut peut-être les redéfinir un tout petit peu. L'histoire racontée, c'est une succession d'événements. Ces événements peuvent être fictifs ou réels, comme l'histoire, la grande histoire avec un grand H. Ce sont des faits réels que l'on reporte dans des ouvrages. Alors, l'histoire fictive, un roman par exemple, mais quand il y a mise en récit, quand l'histoire, ces successions d'événements qui se suivent dans une causalité fictive, donc imaginaire, sont introduits sous la forme d'un énoncé narratif qu'on appelle le récit,
ils peuvent être racontés de manière différente, avec des moments elliptiques, c'est-à-dire on a supprimé des choses, où on va plus vite, ou des pauses narratives sur lesquelles on insiste un peu plus, ou des prolepses ou des analepses, c'est-à-dire qu'on annonce des événements qui vont surgir plus à l'avance, qui vont surgir... Enfin, le prolepse, c'est annoncer ce qui va arriver plus tard. L'analepse, c'est le flashback, on revient en arrière, et donc on peut construire un récit qui va agencer ces événements dans un ordre différent que l'histoire racontée. Donc c'est une relation effectivement intéressante à ce niveau-là. Dans la structure de l'intrigue, qu'on a par exemple dans l'opéra, mais qu'on va aussi avoir dans la musique instrumentale, il y a cette idée de constituer un nœud, de constituer une exposition avec des éléments, et puis bien sûr des péripéties qui vont avancer dans la mise en intrigue, créer du suspense, de la curiosité, un appel à l'attente anxieuse pour l'auditorat, le lectorat qui s'intéresse à l'intrigue et qui est captivé par cette intrigue, par les rouages de l'intrigue, comme Raphaël Baroni en parle très bien d'ailleurs, hein, la mise en intrigue, c'est assez instructif. Et puis il va vers un dénouement à la fin, donc il y a nœud et dénouement, la continuité d'une intrigue. La narratologie, qu'est-ce qu'elle étudie? C'est la science, en fait, qui étudie tous ces phénomènes, bien sûr, de la manière dont les écrivains, et en musique, les compositeurs, ont agencé ces éléments pour constituer ce qu'on pourrait appeler une causalité imaginaire dans un monde fictif. C'est particulièrement abstrait et fictif dans la musique, effectivement, parce que si la musique renvoie à quelque chose, c'est possible, elle peut le faire, mais elle peut aussi ne pas renvoyer à quelque chose d'autre qu'elle-même. Et c'est ce que je mentionne dans les deux niveaux sémantiques. On dit souvent, c'est pas très compliqué, ça peut se dire autrement, hein, elle est intrinsèque à elle-même, elle est son propre objet, si vous voulez, elle dit ce qu'elle a en elle, donc elle est auto-référentielle, on parle de musique absolue assez souvent, parce qu'elle n'est pas relative à quelque chose d'autre qu'elle-même, et à l'inverse, extrinsèque, c'est-à-dire qu'elle renvoie par une image, par des émotions, par le mouvement, par exemple. Elle appelle la danse, par exemple. C'est extrinsèque. À ce moment-là, il y a un rapport qui est proche de ce qu'on rencontre dans la narratologie par rapport à l'histoire racontée, si vous voulez. Voilà, cette source référentielle, ça peut être, par exemple, le chant d'un oiseau qu'on va transposer dans la musique instrumentale. On associe ça au chant d'un oiseau, c'est pas un oiseau qui chante, c'est un instrument comme la flûte par exemple qui va chanter à sa place, mais c'est extrinsèque, c'est-à-dire c'est un renvoi. Les exemples vont suivre pour clarifier les choses. La citation d'un sémioticien finlandais qui est un sémioticien qui s'intéresse à la sémiologie musicale et qui est assez instructive à ce propos, dit ceci, et j'aime bien la lire parce qu'elle est assez juste, me semble-t-il. Et il maintient aussi d'ailleurs la question toujours en débat. On peut comprendre la narrativité musicale, dit-il, dans un sens général, comme une compétence ou capacité de l'esprit humain, quand il s'agit de pouvoir mettre des événements temporels dans un certain ordre, dans un continuum syntagmatique. Ce continuum a un début, un développement, une fin, tandis que cet ordre ainsi créé, on l'appelle sous certaines conditions récit. Voilà. Le continuum, et puis bien sûr le récit en quelque sorte. Application donc du champ de la narratologie appliquée à la langue, qui vient de là pour l'appliquer à la musique. Alors, cette question, en fait, elle existe depuis longtemps. Ce n'est pas la sémiologie qui l'a découverte, c'est normal. Un grand nombre de compositeurs se sont posé la question, au fond, qu'est-ce que la musique, qu'est-ce qu'elle peut produire, qu'est-ce qu'elle peut émettre, qu'est-ce qu'elle peut transmettre comme émotion, et c'est logique que la philosophie s'interroge là-dessus. Et j'ai pris quelques cas instructifs ici au XIXe siècle, parce que ça fait une large polémique esthétique concernant d'une part la forme musicale est autonome, et donc elle a sa propre vérité, si vous voulez. Les autres vont dire, mais non, l'expression musicale, le contenu de la musique renvoie à quelque chose et nous parle, et donc est extérieur et peut nous dire des choses. Voilà. Où réside la beauté là-dedans? Et c'est la polémique esthétique qui anime le XIXe siècle. Une tendance formaliste, la forme, une tendance dite référentialiste, pour prendre des termes un peu théoriques, mais c'est un peu la même chose. Et je vais lire
quelques textes qui rejoignent un petit peu cet univers et qui vont nous éclairer aussi pour les exemples. Le drame musical de Richard Wagner s'évertue à associer les arts pour faire une sorte de fondu entre la poésie et la musique. Il dit lui-même la danse, il veut dire par là les mouvements, la scénographie, la mise en scène. Dans l'œuvre d'art de l'avenir, comme opéra et drame, Wagner va plaider pour l'unité, pour la complémentarité de ces arts qui doivent rentrer, je dirais, dans une sorte de synesthésie, synergie, si vous préférez, au profit et pour mettre en valeur le drame qui est au sommet. Et donc la musique sert, avec les autres arts, avec la poésie, le drame. Et donc, effectivement, à ce moment-là, elle n'est pas autonome. Elle fait partie d'un concert des arts, d'un dialogue des arts participant à la collectivité, l'union des arts. Voilà ce qu'il dit. La forme d'art collective la plus élevée est le drame. Celui-ci n'atteint toute la plénitude possible que si chacune des formes d'art qu'il renferme atteint elle-même sa plénitude la plus totale. Ainsi, se complétant mutuellement dans le rond alterné les arts frères, poésie, musique et danse, les arts frères réunis se feront voir et valoir, tantôt ensemble, tantôt à deux, tantôt isolément, selon le besoin de l'action dramatique qui seul fait mesure et loi. Ce but déterminé est le drame, pour la production duquel tous se réunissent. Opéra et drame. L'erreur dans le genre artistique de l'opéra consiste en ce que l'on a fait d'un moyen d'expression, la musique, le but, et réciproquement de l'expression, le drame, le moyen. Fin de citation. Donc, ce qui veut dire ici, c'est qu'il faut renverser et mettre le drame au-dessus, et donc la musique sert le drame, et donc elle s'associe à ce moment-là, elle répond aux intentions du récit. Inversement, la thèse formaliste, et c'est intéressant de lire cet ouvrage du beau dans la musique d'Édouard Hanslick en 1954, la polémique va vraiment virer à la querelle à un moment donné. En 1954, ce n'est pas encore tout à fait le cas, mais la thèse formaliste d'Édouard Hanslick est un critique musical, ce n'est pas un compositeur. L'idéal du beau, c'est la musique est autonome, elle se suffit à elle-même, elle n'a pas à faire référence à quelque chose d'autre. Donc pas de texte, pas de poésie, ou aucune autre référence, forme de référence. La forme, dit-il, Hanslick, est l'essence et non l'apparence. La forme d'une symphonie, d'une sonate, d'un air, d'un chœur, c'est l'architecture de l'œuvre, leur symétrie et leur contraste. Les retours ingénieux des motifs, leur développement. Le contenu, ce sont les thèmes servant de base à cette architecture. Ce sujet ou ce contenu est de nature toute musicale. En refusant à la musique tout autre contenu, nous lui conservons sa valeur. Autrement dit, elle lui ôte sa valeur si elle se soumet à un texte, si elle devient narrative à ce moment-là. Un peu plus loin, parce que j'ai pris des bribes dans son très beau texte, il faut reconnaître que l'idée de musique, dans son sens absolu, ne s'applique pas bien à un morceau composé sur des paroles. Nous devons éliminer même les morceaux munis de titres descriptifs ou de programmes, là où il s'agit de déterminer le contenu de la musique. Les titres sont donc superflus, parce qu'un titre induit une narration. Le titre d'une symphonie, par exemple, va nous guider dans la lecture de la symphonie. Mahler décrit parfois même ces symphonies en mettant des titres, et puis après les retire finalement sur la partition, laissant la possibilité à l'auditeur, l'auditrice, d'écouter cette œuvre sans avoir le titre, en se disant « je dois me conformer à ce titre et entendre dans la musique ce que le titre me dit d'y entendre ». Non, on fait l'inverse dans la situation. Et c'est là que j'ai trouvé la citation que j'ai reprise en exergue de mon petit texte d'introduction pour la conférence. C'est pas, bien sûr, Marcel Proust n'étant pas un compositeur, mais parle très bien de musique. Voici ici ce qu'il dit sur la musique absolue. Je rappelle très vite le contexte. On est dans La Prisonnière, c'est avant Albertine disparue, avant Le Temps retrouvé, donc c'est à la fin de la recherche. Le Septuor de Vinteuil, qui est un compositeur fictif, mais enfin un personnage du roman, est l'œuvre absolue par excellence. Il y a la sonate, puis le Septuor, et ce Septuor étant entendu, comme Proust et le narrateur, qui est un Proust littéraire, si vous voulez, Proust l'écoute, donc le narrateur l'écoute, et fait de cette musique l'absolu, de la plus haute beauté. Et il l'écoute en présence, entre guillemets, d'une société assez snob ou mondaine,
qui a des conversations complètement à l'écart de la beauté de cette musique. Et il met en exergue cette musique et la beauté qu'elle a et son côté ineffable, inaccessible, avec des conversations pour lui de bas niveau. Et c'est là qu'il va pêcher ce beau passage où il exprime très bien que la musique dit plus. Elle serait plus que le langage à ce moment-là, au fond. Elle serait une sorte de, pas pré-linguistique, mais super-linguistique, ou communication linguistique au-delà de la linguistique. Voilà ce que Marcel Proust dit. Je me demandais si la musique n'était pas l'exemple unique de ce qui aurait pu être. S'il n'y avait pas eu l'invention du langage, la formation des mots, l'analyse des idées, la communication des âmes. Elle est comme une possibilité qui n'a pas eu de suite. L'humanité s'est engagée dans d'autres voies, celle du langage parlé et écrit. Mais ce retour à l'inanalysé était si enivrant qu'au sortir de ce paradis, le contact des êtres plus ou moins intelligents me semblait d'une insignifiance extraordinaire. Voilà. Et on tombe dans l'humour, j'ai un peu insisté en théâtralisant le propos ici, mais l'humour pour mettre évidemment, bien sûr, la musique d'un côté et la beauté, bien sûr, de cette musique et l'insignifiance des propos. Stravinsky dira la même chose qu'Hanslick, beaucoup plus tard. Il dira que la musique est presque, au fond, sa propre narration. Au fond, elle n'a pas besoin. Et que de son essence même, Stravinsky ira jusqu'à dire, elle n'exprime rien. C'est nous qui projetons nos sentiments sur elle, en intégrant les codes de la musique. Mais au fond, elle ne dit rien d'autre qu'est-ce qu'elle nous apporte, c'est-à-dire des sons agencés les uns aux autres. Voilà ce qu'il dit. C'est une citation qu'on reprend assez souvent de Stravinsky. Je considère la musique par son essence comme impuissante à exprimer quoi que ce soit. Un sentiment, une attitude, un état psychologique, un phénomène de la nature. L'expression n'a jamais été la propriété immanente de la musique. La raison d'être de celle-ci n'est d'aucune façon conditionnée par celle-là. Si, comme c'est presque toujours le cas, la musique paraît exprimer quelque chose, ce n'est qu'une illusion et non une réalité. Voilà. Alors, bien sûr, j'avance dans mon propos et j'en viens à la portée narrative maintenant, avec des exemples musicaux pour éclairer et pour mettre en balance la discussion, justement, de la portée narrative. Il est assez évident de parler de ce que les musicologues appellent, en traduction française, les topiques. Alors, qu'est-ce que c'est que les topiques ? C'est dans un langage un peu musicologique, mais ça s'explique assez clairement. Ça vient du grec topos, c'est le lieu. En fait, les topiques, ce sont des lieux communs qui sont partagés par une communauté, comme une communauté linguistique partage des codes linguistiques. On retrouve des codes linguistiques en musique, donc on appelle les topiques, qui sont des mélodies, qui sont des rythmes de fanfare, des rythmes militaires, des rythmes de danse, qu'on a intégrés et dont il est assez facile de décrypter immédiatement ce vers quoi ils renvoient. Ces topiques existent depuis, même avant Bach, où on retrouve le figuralisme dans la musique, on va dans la musique dans la Renaissance, et on sait très bien que l'éveil, par exemple, de mélodies dans le grave, ou de mélodies descendantes, chromatiques descendantes, vont évoquer la mort, par exemple. On sait très bien qu'une sonnerie militaire à la trompette évoquera tel aspect, etc. Et que la musique d'un film s'est encore appuyée sur ces nombreuses topiques. Et ces topiques ont une fonction sémantique. Si on les rapproche, si on les rassemble, on peut très bien tisser un récit à partir d'un certain nombre de topiques. Il faut faire une distinction entre ce qu'on appelle en musique, et depuis Wagner d'ailleurs, leitmotiv, qui sont des motifs conducteurs, mais qui n'appartiennent qu'en propre à une œuvre, c'est-à-dire qu'on appose à un objet ou à un symbole, une épée, un anneau par exemple, ou un sentiment ou un personnage, une petite mélodie ou un petit rythme, qui revient systématiquement et qui est relié au personnage, à l'anneau, à l'épée, etc. À ce moment-là, le leitmotiv fait fonction, le leitmotiv musical et instrumental, officie véritablement comme un signifié, parce qu'on n'est plus obligé de montrer l'objet, de montrer le personnage, il suffit que la petite mélodie revienne pour qu'on se souvienne qu'on parle de cela. Le leitmotiv, à la différence du topique, c'est qu'il est créé dans une œuvre unique. Il n'est pas réutilisable ailleurs.
tandis que le topique est beaucoup plus universel, il est beaucoup plus large. J'ai pris un exemple ici du topique de l'orage. Bon, c'est l'orage, la musique descriptive, c'est l'ABA de la musique qui renvoie à quelque chose d'autre qu'elle-même. Elle renvoie à une description de la nature qui est furieuse, et on va utiliser des instruments qui vont se mettre à, effectivement, manifester l'idée de l'orage, l'eau qui tombe, le rythme effréné. C'est non seulement l'orage, mais c'est la fuite. Dans les deux exemples que j'ai pris, chez Schubert et chez Richard Wagner, ce sont deux personnages qui sont, et ça, scéniquement bien sûr, c'est clair, courent pour échapper à l'orage. Les bourrasques tombent, les rythmes sont soutenus, et c'est très très proche en fait. C'est à se demander si Richard Wagner ne s'est pas inspiré de Schubert. Peut-être même, c'est possible. Voilà un topique qu'on retrouve chez Beethoven aussi, les topiques de l'orage. On va les écouter. Donc, dans Le Roi des Aulnes, il faut connaître un tout petit peu la situation. C'est un cheval, c'est le père avec son fils, et le fils a des hallucinations. Il imagine, il est dans un univers fantasmatique, et il imagine le roi des elfes. Le roi des Aulnes, donc ce sont des elfes. Et donc, il court dans la nuit, enfin, il chevauche la nuit avec son coursier, et le fils est en proie à ses hallucinations. Voilà, on écoute d'abord le Schubert parce que c'est dans l'ordre chronologique de ce topic-ci. C'est un lied, donc c'est le piano qui lance. Etc. Donc, maintenant, l'orage, c'est un personnage qui s'enfuit et qui va trouver refuge. Voilà. La différence ici, c'est le mouvement des vagues, crescendo, décrescendo. Je pense qu'intuitivement, même si on n'est pas du tout au courant de la situation scénographique et théâtrale, bien sûr, quand on la voit au théâtre, on comprend tout de suite l'association. C'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus évident. Mais les instruments peuvent le donner. Je crois que ça n'échappe à personne, qu'on sent que la nature est dans un mouvement d'agitation. Les notes répétées, les motifs qui avancent, qui montent, mais la stagnation aussi, l'insistance. Bon, c'est effectivement, d'un côté, on n'a que le piano, donc forcément, dès que l'orchestre rentre, avec les cordes, ils peuvent amplifier l'espace sonore et travailler sur l'intensité, ce que dans le lied de Schubert, on ne faisait pas. Voilà un topic intéressant, il y en a beaucoup. J'en prends de toute façon encore un dans la musique à programme qui suit. Donc, celui-là est assez connu. Il est aussi connu par le cinéma, le Dies Irae. Et je vais expliquer justement en quoi ce topic est devenu symbolique finalement, parce qu'il évoque la mort tout simplement, le Dies Irae. Voilà une forme musicale qu'on appelle la musique à programme, qui est instrumentale, donc pas vocale, mais qui s'appuie sur un texte, sur un programme apparemment. Alors ce programme a été conçu par Berlioz lui-même à partir de la musique instrumentale. Donc comme pour lui donner un complément littéraire, comme pour lui donner un discours qui viendrait escorter son travail de compositeur. Il a intitulé cette symphonie, elle est assez connue, la symphonie fantastique. La situation de cette symphonie fantastique, la situation mérite un tout petit mot d'explication. Il est tombé éperdument amoureux d'une grande actrice, Harriet Smithson, qui est venue se produire à Paris, notamment dans le rôle de Desdémone, dont elle joue
les rôles féminins des héroïnes shakespeariennes. Et Berlioz est éperdument amoureux d'elle. Et cet amour, il le vit très mal, ça ne se passe pas bien. Et il projette alors sa souffrance à travers son œuvre. Et il intitule Symphonie fantastique. L'adjectif convient bien et s'intègre tout à fait dans le romantisme français qui est en train de naître, enfin qui est déjà né, mais qui prend un essor nouveau en 1830 à ce moment-là. Il intitule en sous-titre, c'était d'ailleurs le titre au départ, c'est devenu le sous-titre, épisode au pluriel de la vie d'un artiste. L'artiste est lui, bien sûr. Alors la voix narrative de l'auteur, mais c'est le jeu de l'auteur qui est transposé dans l'orchestre. Mais en même temps, il crée une œuvre qui est totalement fictive, parce que rien de ces épisodes ne se sont produits. Il ne l'a pas rencontré dans un bal, il raconte une histoire qui est purement fictive, et il se laisse emporter par sa propre fiction. Il y a un avertissement du compositeur, il prend soin, parce que Berlioz aime bien l'écriture, il est très féru de littérature, il prend bien soin de parler du drame instrumental, privé du secours de la parole, dit-il, parce qu'il n'y a pas de voix, a besoin d'être exposé d'avance. Le programme suivant doit donc être considéré comme le texte parlé d'un opéra. Ce programme, on va le lire dans un instant. Voici les 5 parties. On va écouter seulement la dernière partie. La rêverie et passion, d'abord, les rêveries et passions, le bal, un peu comme Roméo et Juliette, la scène au chant, une scène champêtre, la marche au supplice, et puis alors la nuit fantasmatique complètement éclatée et qui ouvre à la musique instrumentale un pan, je dirais, d'une transgressivité extrême, parce que Berlioz exploite tout ce qu'il peut pour parodier tout ce qui existe, et transforme un petit peu à l'image de ce que Victor Hugo avait fait dans son poème La Ronde de Sabbat, et Goethe dans son Faust, où il y a aussi une scène aussi éloquente avec les sorcières qui s'unissent avec le diable dans la nuit du sabbat. Et le dernier épisode est consacré au songe d'une nuit du sabbat. Cette musique dénote tout. Et donc, il arrive effectivement avec l'orchestre ça va aller. Cette musique dénote tout. Et il arrive avec un lien, comme les compositeurs font assez souvent. La musique s'appuie sur un thème unique qui traverse les 5 mouvements. C'est l'idée fixe. En fait, l'idée fixe, c'est l'incarnation de la bien-aimée. Cette idée fixe, il va le dire lui-même, voilà, c'est la raison, l'idée fixe, c'est l'obsession. C'est la raison de l'apparition constante de cette mélodie dans tous les morceaux de la symphonie. Alors, à l'avant, la fin, il explique qu'il est dans un état d'altération de la conscience. Il est tellement atteint d'une sensibilité maladive qu'il est même pris sous l'emprise de l'opium qui lui donne ses hallucinations. Donc il est dans un état particulier d'altération de la conscience. Voilà l'idée fixe ici. Très douce, très féminine si on peut dire, et qui a vraiment l'approche du personnage féminin dont il rêve. Seulement, ce personnage féminin apparaît maintenant dans un tout autre type d'univers, associé aux sorcières. On est dans la nuit du sabbat ici. Donc, je lis maintenant le programme. C'est le programme écrit par Berlioz lui-même après la composition. Il, dont j'ai rajouté l'artiste, c'est le compositeur, se voit au sabbat, au milieu d'une troupe affreuse d'ombres, de sorciers, de monstres, de toute espèce réunis pour ses funérailles. Bruits étranges, gémissements, éclats de rire, cris lointains, auxquels d'autres cris semblent répondre. La mélodie aimée reparaît encore, mais elle a perdu tout son caractère de noblesse et de timidité. Ce n'est plus qu'un air de danse ignoble, trivial et grotesque. C'est elle qui vient au sabbat. Rugissement de joie à son arrivée, elle se mêle à l'orgie diabolique. Glas funèbre, parodie burlesque du dies irae, ronde du sabbat. Et c'est les sorcières qui dansent.
autour. Voilà. On retrouve les éléments qu'on a dans la littérature, dans la poésie de Victor Hugo, j'évoque également Goethe. Voilà cette mélodie que j'ai chantonnée avec mes moyens du jour. Elle est parodiée ici à la clarinette, tadam, padam, 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 complètement ridicule, avec des trilles. Et alors, il va intégrer cette fameuse mélodie grégorienne. On y vient maintenant. Je montre et je chantonne un peu, puis je passe l'extrait. Le dies irae, c'est le jour de colère, c'est le jour du jugement dernier, donc c'est le jour de la mort, ou de la mort imminente, c'est au moment où on va peser les âmes. Et le texte latin, dies irae, dies illa, est accompagné d'une mélodie grégorienne qui est devenue l'emblème de la mélodie représentant la mort dans la musique. Pam, pim, pam, pam, pim, pam, 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 pim, pam, pam, pim, pam, pam, padam, qu'il transpose dans son univers, ici, et qu'il va parodier aussi, comme il l'a dit lui-même. Donc il renverse cette même mélodie pour la détourner complètement. On va écouter maintenant. Attention aux différences d'intensité parce que c'est très frappant. C'est pas très fort. Oui. Voilà. On va la réentendre. Les cloches tubulaires. Les cuivres.
Voilà, avec les contretemps. La même chose 2 fois plus vite. Encore une fois. La construction montre effectivement, on va d'un épisode à l'autre. Alors c'est vrai qu'on peut effectivement ne pas comprendre les associations. Pour le public de l'époque, bon, il fallait savoir que ce dies irae, on l'entend déjà dans les messes. Beaucoup de compositeurs y font référence, donc c'est assez connu. Et l'exemple ici me paraît opportun parce que dans le cinéma, donc les topiques vont revenir. Et je parlais tout à l'heure de la réutilisation dans les musiques de films pour les rendre narratives, de exploiter ce qui provient du répertoire classique. Il faut rappeler que donc c'est une mélodie grégorienne, vous voyez toute la filiation. Hein. Stanley Kubrick l'utilise dans Shining pour ouvrir son film. Et c'est assez pertinent parce que c'est la mort. Et qu'elle est prémonitoire, cette mort. Elle est déjà inscrite dans le début tout début du film, en fait. Et là, il réussit assez bien, il le dit lui-même. Ça a été réarrangé. Et je propose de l'écouter, puisqu'on l'a dans l'oreille maintenant. Alors, je vais introduire le... Ouais. Il y a non seulement une... Voilà. C'est le même tempo, c'est la même tonalité, les cuivres aussi. Voilà, là il y a un travail d'aménagement au synthétiseur. Donc. Voilà. Voilà, je fonds ici. C'était pour l'évocation. Parce que c'est effectivement intéressant d'avoir les utilisations de ces topiques en dehors du champ de la musique classique et qu'on comprend très vite qu'on en a fait un usage alors que c'était pas forcément, ils n'étaient pas forcément destinés à ce genre de choses. Hein. J'ai mis en exergue aussi la probable inspiration picturale. Il faut savoir aussi que la peinture n'est pas non plus dénuée de langage, hein, surtout quand elle fait référence. Donc ici, on voit bien le premier plan, le plan initial, et l'île des morts d'Arnold Böcklin. Il y a une similitude. Il y a une musique aussi de Rachmaninoff sur l'île des morts qui réexploite aussi ce même accord. Je vais juste faire une évocation ici
d'un passage sans écouter parce que ça va nous prendre un peu de temps. Il y a un passage dans le Tristan de Richard Wagner qu'on a donné, qu'on donne encore maintenant, je crois, à Liège, qui se situe à l'acte 3, au moment où Tristan est blessé, porte la blessure de la culpabilité, en tout cas de sa relation avec Isolde, et il est donc agonisant, et il entend une mélodie qui est jouée au cor anglais, qu'on appelle la mélodie du berger. Cette mélodie lui rappelle son enfance, et il la commente dans l'opéra. Donc au fond, la mélodie est mise en abîme dans l'œuvre, dans la diégèse, et en la commentant, il lui donne sa signification. Ce qui est rare, qu'une mélodie dans un opéra soit commentée par le personnage principal et lui serve de rappel, de réminiscence, si vous voulez, ramener le souvenir du passé et se transforme en récit à ce moment-là. Et donc ce récit porte bien sûr sur la mort de son père et la mort de sa mère, et la mort qu'il attend lui, puisque la trajectoire de Tristan et Isolde chez Richard Wagner, c'est la mort, c'est l'appel vers la mort. La mort qui est le seul lieu de refuge vers une sorte d'éternité, si on veut. Et donc le décodage de la signification de cette mélodie assez rudimentaire, enfin, elle n'est pas rudimentaire, mais en tout cas qui a une origine probablement populaire, hein, d'un pâtre, donc lié à la nature, et qui est commenté ici par Tristan, donne véritablement toute une coloration à cette mélodie et lui donne sa signification. Et il décrypte son sens aux côtés de son écuyer Courvenal à ce moment-là. C'est assez beau parce que ça montre le pouvoir précisément de cette belle mélodie au cor anglais. Je préfère ne l'évoquer simplement et pour passer du temps un peu plus sur les autres exemples. Alors, j'ai essayé de prendre chaque fois des exemples dans des univers différents et surtout pour passer du théâtre à l'orchestre ici, avec Franz Liszt, et au poème symphonique, qui est un genre à part, et qui est un genre différent que la musique à programme. Le poème symphonique est né, précisément, avec Franz Liszt, au milieu du XIXe siècle, avec comme vœu de faire de l'orchestre un personnage qui allait dire des choses, et qui allait prendre pour appui la littérature, principalement, pas uniquement, ça peut être de la peinture aussi, ou ça peut même être aussi un mythe, Orphée, par exemple, ou d'autres, un mythe comme source référentielle. Et donc on est pleinement dans les poèmes symphoniques confrontés à une forme qui va complètement se soumettre à la volonté d'un récit et pas du tout respecter la forme classique ABA nécessairement. Il y a parfois des réexpositions, mais ce n'est pas systématique. Ça se présente ici de manière à épouser une pièce de théâtre ou à essayer de renvoyer à l'idée d'une pièce de théâtre. Et donc en composant la pièce, le poème symphonique Hamlet en 1958, Franz Liszt prend bien sûr appui sur le portrait du personnage shakespearien. Il va partir de ce portrait pour concevoir une œuvre qui dure à peu près 15 minutes, d'une pièce qui en dure, si on la joue intégralement, je crois que c'est peut-être 4 heures, probablement plus, 4-5 heures, quelque chose comme ça. On fait chaque fois des versions plus courtes, parce que c'est une pièce tellement imposante où le personnage principal qui est en proie à une mélancolie constante, à une folie aussi, à une incapacité d'agir, de répondre aux vœux du fantôme qui l'impose à venger la mort le fait qu'il était assassiné et que le trône donc a été usurpé. Et Hamlet ne sait pas répondre à son père, il ne le fera jamais en fait. Et donc, Francis a concentré son tir sur le personnage, en fait un portrait du prince du Danemark, donc, mais intègre aussi un épisode consacré à Ophélie. Donc c'est assez limité, en fait. C'est un raccourci comme un récit pourrait le faire. Voilà, on a un récit musical, donc narratif, mais on va prendre certains épisodes. À nous de voir, effectivement, quels sont les épisodes que Franz Liszt a repris. C'est pas si évident, mais ça peut s'entendre. Alors, on peut s'appuyer sur un schéma assez connu dans les années 60, je crois que c'était en 66, d'un grand
de l'école de Paris. Grémas a étudié notamment à Paris. Grémas est considéré comme une grande figure de la linguistique. Et il a élaboré ce qu'on appelle le modèle ou le schéma. Je crois qu'on peut utiliser les deux termes, si je ne m'abuse. Enfin, le schéma actentiel, qu'on utilise assez bien au théâtre, et j'ai résumé ici pour que vous puissiez rentrer un peu dans l'univers. Le destinateur, c'est le point de départ, en fait. C'est le père qui déclenche, finalement, le point de vue. Enfin, le père mort d'Hamlet, qui s'appelle aussi d'ailleurs Hamlet, son fils, donc, le sujet, qui est le héros principal, qui a des adjuvants qui vont l'aider, son ami, Horatio notamment, Gertrude et Ophélie, sa mère en partie, et ses opposants qui sont contre lui. Le destinataire, ce sera peut-être finalement l'héritier légitime, Fortinbras probablement. Ça peut être aussi finalement la mort de pratiquement tous les personnages, ou presque, à la fin. Le rétablissement du pouvoir juste et légitime en tout cas, puisque le pouvoir est usurpé. Voilà. Bon, la pièce commence, les choses vont mal. Et Hamlet, le père d'Hamlet, demande à son fils, il apparaît sous une forme fantomatique, de le venger, donc de tuer Claudius, qu'il a empoisonné, pour pouvoir effectivement reprendre le trône. Et Hamlet n'accomplira jamais ce geste. Elle le procrastinera au fur et à mesure et renoncera. C'est un peu résumé en quelques minutes. Mais le propos ici de Franz Liszt est de nous montrer l'hésitation, l'incertitude, le côté anxiogène, mais en même temps noble du personnage, parce que c'est un personnage qui est en même temps à la fois source et pris dans une mélancolie, je dirais, maladive, mais en même temps terriblement créatif sur le plan poétique et sur le plan du langage. Il s'exprime beaucoup mieux, ses monologues le prouvent bien, il s'exprime beaucoup mieux sur la question de l'existence, sur la question du devenir, sur la question de la mission à remplir sur Terre, etc., que les autres personnages. Propos ici dans la musique, alors, se fait de montrer cette incertitude par des silences, par des bribes de mélodie qui démarrent, pour en faire, au fond, un leitmotiv qui sera ici porté par ces sons au vent, et puis laissés en suspens dans les silences, s'évanouissent dans les silences. Et puis la musique va montrer la dualité du personnage, parce qu'il a aussi quelque élan. Voilà. La mélodie chromatique qui descend, l'autre qui monte, montrant l'incertitude, l'hésitation permanente. L'apparition du fantôme, j'ai repris les lithographies de Delacroix parce qu'elles correspondent aux mêmes épisodes. Le fantôme apparaît sur le château d'Elseneur, effrayant, il vient constater, les gardes viennent lui dire il est là, et il demande la vengeance. Hamlet, vêtu de sa tunique noire, le regarde, et effectivement, ce sont les trémolos qui annoncent sa venue. Et ça, c'est un usage assez fréquent, donc les cordes qui font des mouvements aller-retour sur l'archet qui fait des mouvements de va-et-vient sur les cordes, crée un climat de tension extrême. L'incrédulité d'Hamlet, mais la mélodie vacille, et puis on rentre alors en contact avec le personnage d'Ophélie. Liszt ne donne pas vraiment de lecture aussi claire dans sa partition, mais il donne des éléments. Il dit ici le thème du souvenir d'Ophélie, donc on comprend bien que la musique fait référence à Ophélie. Et effectivement, elle est confiée aux flûtes, aux clarinettes ici. L'aigu va exprimer tout cela. Voilà. Et donc, la musique change radicalement d'atmosphère. On a bien compris que Liszt faisait le portrait de l'antithèse d'Hamlet, mais en même temps, la complémentarité d'Hamlet. Ophélie et Hamlet étant en partie fiancés, mais dans une scène assez importante du début de l'acte 3, Hamlet la méprise très fortement, il est même très violent avec elle. Et il la rejette, et c'est ce qui va provoquer sa mort, la mort d'Ophélie. La musique se fait alors à ce moment-là ironique, elle change complètement de registre, et c'est ce qui déclenche bien sûr la perte de raison de vivre d'Ophélie à ce moment-là, notamment parce qu'il y a l'exil, enfin il y a beaucoup d'autres éléments. Donc ces quelques éléments clés ici dans la musique déclenchent une véritable intrigue. Et le poème symphonique, c'est ça. Au fond, c'est drainer ces épisodes, les suggérer avec le langage des sons. Alors c'est vrai que les musicologues essayent de décrypter, comme j'essaye de le faire assez rapidement,
et on devrait prendre plus de temps pour le faire. Et il y a moyen, en écoutant la musique, de se faire une idée du parcours qui est mené ici par les sons que Franz Liszt a assemblés. Je vais aller chercher l'extrait. Je vais mettre au début parce qu'on a raté la première mesure. Voilà. Ces sons. Les timbales ici. Corps. La musique ne prend aucune direction précise. Elle est dans l'expectative. La montée de la mélodie. Voilà. Voilà, l'épisode. Le même thème revient. Les choses vont s'accélérer maintenant. Et on va arriver à ce passage. Plusieurs interrogations avec ce rythme-ci qui reviennent. Passage avec les trémolos maintenant. Voilà. Et c'est la prévision du fantôme. Le vent aussi, le mouvement. Et je vais chercher le passage avec Ophélie maintenant, c'est un peu plus loin. Voilà. La flûte maintenant.
Le violon ici. Voilà. La brutalité vient interrompre le climat tendre qui venait d'être à peine esquissé. Hein. Donc il mentionne dans la partition ironique. Marcato. Voilà. Retour au thème d'Ophélie. Voilà. La tristesse, la soumission de la femme. Voilà. Donc c'est chambriste en même temps parce qu'il choisit un effectif restreint pour évoquer la féminité. L'orchestre, on comprend bien les changements de registre, les rythmes qui brisent tout. C'est effectivement très fort. Et c'est vrai que quand on connaît la scène, on comprend cette nécessité d'aller aux extrémités. Donc la musique est vraiment ici, fait vraiment théâtre, si vous voulez. Elle est vraiment dans le théâtre. Alors, c'est vrai que c'est une grosse difficulté. J'ai choisi d'utiliser un schéma comme celui-ci qui met la tension narrative en évidence et qu'on retrouve les schémas qu'on rencontre assez souvent dans les scénarios de films aussi, d'ailleurs, pas seulement au théâtre, hein, où l'intensité dramatique monte avec des pics, redescend pour constituer des tensions et des détentes indispensables hein, à la construction de l'intrigue. C'est le principe de l'intrigue, c'est tension, détente, etc. On vient de le voir. Pique l'énervement de Hamlet, le rejet, puis la détente, la passivité, etc. Ça repart. Donc on a effectivement ici, dans la partition, bien sûr ce schéma ne correspond pas directement à cette partition. C'est un schéma que j'ai repris parce que c'est l'image, bien sûr, qu'on peut rencontrer dans toute forme d'intrigue, avec des nœuds secondaires, un élément perturbateur, l'arrivée par exemple du fantôme, qui déclenche vraiment à ce moment-là la nécessité d'agir ou de ne pas agir, de voir comment on va faire, et puis les phases, effectivement, qui vont à la fois permettre d'avancer ou de ne pas avancer, donc dans le développement. Voilà. Le rétablissement final, après la bagarre, ça se termine dans un cataclysme généralisé. Et donc, la chute, évidemment, de l'intrigue après, c'est au moment où les choses se résolvent dans un climat de détente complet à ce moment-là. Voilà. Donc, c'est vrai que la tension narrative, on peut l'appliquer à la musique. Et on l'aperçoit. On ne sait pas nécessairement dire à quel épisode ça fait référence, et ça, c'est beaucoup plus délicat. C'est pour ça que je faisais une distinction entre narrativité, oui. Signification, c'est plus délicat. Parce que ça supposerait qu'il y ait, de la part du compositeur, une volonté, alors il l'aurait indiqué. En fait, ils ne le font pas, et c'est un peu exprès pour que notre imagination puisse continuer à fonctionner. Si le compositeur indiquait chaque fois, je fais référence à la scène 3, numéro 1, etc., sont les musicologues qui, après, ce sont les théoriciens, si vous voulez, qui, a posteriori, essayent de voir à quel épisode il fait référence. Parfois, il le mentionne avec des états affectifs, par exemple, dans la partition, mais c'est plus rare. Donc la difficulté, c'est de partir du mythe et d'essayer de voir comment on peut le transposer, ou du mythe, ou ici en tout cas de la pièce de théâtre de Shakespeare, et comment on peut transposer dans l'univers musical. Dernier exemple, j'ai encore deux petits. Après, il y a encore un petit exemple, mais celui-ci, j'y tiens assez bien, parce qu'on est dans le domaine de la poésie. On sait que la poésie est musicale, et on sait aussi que la musique peut être poétique, donc c'est assez facile comme titre, et c'est surtout très facile avec l'après-midi d'un faune, parce que déjà dans les vers de Mallarmé,
la musique est très présente, il l'a voulu ainsi, et Debussy, en composant son prélude, comme si le prélude avait initié son poème, en quelque sorte, il l'a composé beaucoup plus tard. Hein. Et il l'a composé pour instrument, donc il donne une image du poème que Mallarmé d'ailleurs avait apprécié, même s'il avait dit, un peu avec ironie, avec humour, je croyais l'avoir mis en musique moi-même, ce poème. Donc il n'était peut-être pas nécessaire de le mettre encore en musique. Et donc Mallarmé ici, qui a travaillé à plusieurs reprises sur l'après-midi d'un faune, il y a eu plusieurs versions. C'est l'églogue, en fait, c'est un chant pastoral dans la nature qui s'inspire clairement de la mythologie et plus précisément des métamorphoses d'Ovide. C'est la poursuite de Pan qui poursuit la nymphe Syrinx et qui va échapper à la poursuite frénétique du faune et qui, en l'échappant, grâce aux naïades, se métamorphose en roseau. La thématique de la métamorphose se trouve bien là. Donc c'est une poursuite, bien sûr. On pourrait parler aujourd'hui peut-être de tentative de viol. Hein. C'est dans cette direction, sans le dire, ou le dit peut-être implicitement le texte, mais c'est cela. Et en se transformant en roseau, elle laisse les tuyaux entre les mains de Pan, qui va donc les reconstituer et en faire un instrument de musique, et se consoler de la perte de la nymphe avec l'art, avec la flûte, avec le son et la beauté. Et donc, c'est aussi indiquant, bien sûr, là-dessus, le passage d'une créature à l'art, finalement, hein, et la transmission, bien sûr, qu'on peut avoir. À travers, ici, un poème, L'après-midi d'un faune, que Mallarmé a retravaillé avec une typographie très soignée, et en incluant bien sûr des récits à l'imparfait, en italique, et qui permettaient de créer une ambiguïté sur le début ou la fin, de créer aussi l'ambiguïté entre réalité, rêve, illusion. Et donc on est constamment pris dans un univers de sensualité. Ces deux nymphes aussi, d'ailleurs qu'il surprendra à un moment donné. Et en même temps, la mise en abîme est claire, puisque la flûte est déjà dans le poème, les choses, la musique est déjà présente dans la poésie elle-même. Je vais peut-être avancer, et je vais relire plutôt les insertions qu'on va écouter, parce que ce sera plus clair. Debussy a leur dit lui-même, donc quand il met en musique en 1894, c'est près de 20 ans, il y a près de 20 ans d'écart entre les deux, hein, il défend cette liberté de la musique. Il défend aussi le fait qu'il ne faut pas nécessairement faire de musique à programme, mais qu'on peut très bien, avec le prélude, il va en composer pour piano aussi, se servir d'une forme absolument libre. Le prélude est la forme la plus libre qui soit en musique. C'est comme une improvisation, si on veut. C'est goûter à l'impromptu de la musique, à la spontanéité, et lui donner cette possibilité-là. Donc, je voulais à la musique, dit-il, Claude Debussy, une liberté qu'elle contient peut-être plus que n'importe quel art, n'étant pas borné à une reproduction plus ou moins exacte de la nature, mais aux correspondances mystérieuses de la nature et de l'imagination. Voilà, cette citation tombe à propos par rapport à Mallarmé, parce que le faune est dans la nature, il s'adresse même à elle, il prend la nature pour témoin dans son univers fantasmatique, dans la chaleur de l'été, etc. Et le propos est d'ailleurs très beau, parce qu'il commence, le faune, à dire « Ces nymphes, au pluriel, je les veux perpétuer ». En indiquant la perpétuation, il indique aussi qu'elles vont se perpétuer. Je les veux perpétuer dans mon souvenir. Donc dans la musique, je perpétue la nymphe. Je perpétue mon fantasme de cette manière-là. Si clair, le rein carnal léger, qu'il voltige dans l'air, assoupi de sommeil touffu. Aimais-je un rêve? Mon doute, amas de nuit ancienne, s'achève en main rameau subtil, qui, demeurer les vrais bois mêmes, prouve hélas que bien seul je m'offrais pour triomphe la faute idéale de rose. Voilà le début. C'est de même dans l'édition originale que j'ai reprise sur Internet, avec la typographie respectée. La mélodie de la flûte, avec ses arabesques, ses volutes qui montent, qui descendent, montre des remiens à la liberté même. Et la flûte est l'instrument soliste par excellence. La clarinette vient se joindre ici, dans le texte, où il compte à l'imparfait maintenant le récit. Et je lis le texte en italique.
que je coupais ici les creux roseaux domptés par le talent, quand, sur leurs glauques de lointaines verdures dédiant leurs vignes à des fontaines, ondoie une blancheur animale au repos, et qu'au prélude lent où naissent les pipeaux, ce vol de cygnes, non, de naïades, se sauve ou plonge. Voilà, c'est la disparition, bien sûr, des nymphes à ce moment-là. Et c'est la clarinette qui vient se mêler à ce moment dans le contexte. Donc il a changé l'instrumentation au moment où le récit vacille. Mais impossible de dire à quel moment la musique se réfère au poème. Ça varie effectivement assez souvent. C'est le climat surtout qui compte. C'est cette poésie du mot, cette poésie aussi d'un vers. On voit bien qu'il y a des rimes, mais le vers est libéré dans sa structure. Le vers est libre chez Mallarmé. Et cette souplesse de la versification chez lui fait que, il y a bien sûr, ça répond plus à la musique qu'à une structure, à une composition. La musique fait la même chose alors à ce moment-là. C'est pour ça qu'on peut les associer. On propose d'écouter le début, et comme ça on aura le temps de terminer avec une touche un petit peu différente. Très très belle mélodie. Retour du faune avec des variations. Il est entre le sommeil, le réveil, le rêve, la réalité, et tout se liquéfie entre ces éléments. Et la musique aussi. Le hautbois maintenant. Coloration champêtre, le hautbois. Toujours. Enfin presque toujours. Encore une variation du même thème, avec plus de volutes sonores, si on veut, plus d'arabesques, plus de sons. La flûte part dans plus de directions, plus de liberté. On a presque l'impression d'une improvisation, ça ne l'est pas, hein, mais la très grande liberté de composition de Debussy laisse la place à cette impression-là, en tout cas. Voilà. Voilà, je vais arrêter ici. Bon, c'est toujours un peu frustrant de couper parce que ça se suit comme ça dans un continuum sonore d'une haute et grande fluidité. La musique de Debussy s'intègre dans ce genre de choses. Ce n'est pas une musique qui est montée par séquences très découpées, très tranchées. C'est vraiment un fondu enchaîné permanent, si je peux utiliser
une terminologie cinématographique, c'est tout à fait approprié. Voilà. Il nous reste encore quelques minutes et je vais prendre cet exemple parce que je trouve qu'il est très intéressant. Je n'ai pas besoin de trop le commenter. Ce sur quoi je voudrais insister, donc, c'est que Gershwin, aux États-Unis, a été un des grands pianistes de jazz, pouvant jouer et improviser au piano. Il a lancé ce qu'on pourra appeler, ou est en tout cas un des pionniers de l'association entre le jazz et la musique classique. Il n'y avait pas seulement la Rhapsody in Blue, mais d'autres musiques, et ses opéras aussi d'ailleurs, ont ouvert la voie à la possibilité de donner à l'orchestre symphonique des partitions qui pouvaient être jouées de manière jazzy. La Rhapsody in Blue en est un éclatant exemple parce que les parties de piano qu'il jouait pouvaient être improvisées en concert par Gershwin lui-même. Il a fait appel à un arrangeur pour faire l'orchestration. La rhapsodie dit bien ce que ça veut dire, ça renvoie à la Grèce antique. Hein. C'était des interprètes, des conteurs qui interprétaient. Les aèdes avaient tendance à créer des contes et les rhapsodes étaient plutôt des interprètes de ces contes et parvenaient justement avec leur talent de les transmettre. In blue, c'est la référence en jazz aux blue notes, les notes altérées. Donc la couleur bleue domine dans la mise en image ici. Et ce qui est assez intéressant dans ce qu'on va voir, c'est que le montage, avec les caricatures d'Hirschfeld, vous allez voir, c'est très bien caricaturé. En même temps, c'est les années 20, c'est Manhattan, c'est la ville de Gershwin, bien sûr. On va le voir d'ailleurs dans la séquence. Ce qui est très bien, c'est que les séquences sont vraiment balisées par précisément les coupures dans la partition. En fait, on peut tout à fait le faire. De la même manière qu'on a monté une comédie musicale intégralement comme Un Américain à Paris à partir des morceaux de Gershwin lui-même, et que Gershwin avait d'ailleurs imaginé dans Un Américain à Paris faire naître la musique à partir des bruits de la ville de Paris. Eh bien ici, c'est ce qu'ils ont fait, Fantasia 2000, et ce qu'ils ont fait dans l'adaptation, ce que j'appelais la mise en image. C'est donc narratif, mais c'est sans parole. La parole, c'est la musique. Et l'image complète bien. Il y a un travailleur qui travaille pour gagner sa vie à l'usine, et alors le rythme du travail est rythmé par la musique. Et alors il y a effectivement aussi le peuple new-yorkais dans toute sa diversité. Voilà, c'est une touche évidemment un peu différente de ce qui précède, ça va sans dire. Et je propose de faire écouter un extrait qui n'est pas tout au début, de quelques minutes. Oui, pour cela, il faut sortir. Ça, j'aurais respecté le timing parce que c'est important. Un petit peu plus loin. Voilà, quand il est dans la rue. Voilà, c'est bien, ça va. Voilà le travailleur en question. C'est bien monté, vous allez voir. C'est bien synchronisé.
Le voilà. Voilà. On vient de le voir, donc Gershwin lui-même, caricaturé bien sûr, comme les autres. C'est des prototypes de personnages qui apparaissent, qui reviennent. La narration se tisse assez facilement. Elle est bien rythmée, tout le montage est fait en fonction bien sûr de la musique. Donc ça, c'est la musique qui guide le tout, comme dans la comédie musicale. C'est elle qui guide sa loi temporelle aux autres, au scénario. Donc, l'unité des couleurs, le bleu bien sûr, et la tonalité majeure qui domine l'image. Et on se rend bien compte qu'il y a un respect par rapport à ça, et qui est assez réussi, je trouve, dans la narration. Donc, on peut trouver d'autres exemples, bien sûr. C'est clair que j'aurais pu chercher ailleurs aussi. Mais voilà, donc on arrive au bout du parcours, et je veux pas abuser. J'ai juste un mot de conclusion qui permet de relier les choses. Et puis, je vous laisse la parole, bien légitimement. C'est un peu difficile d'ajuster le temps de parole avec les différents extraits. Voilà. Donc, je crois qu'on peut considérer qu'il y a différents degrés de narrativité. Je dirais qu'il y a des narrativités plus construites, des narrativités plus organiques, par exemple, plus proches aussi d'un discours, parfois plus éloignées, ça dépend. Je crois en tout cas que la chaîne de communication, c'est un terme qu'on utilise en linguistique, fonctionne très bien en musique. La musique communique des codes qui nous renvoient à quelque chose et qui sont tout à fait subjectifs à ce moment-là. Mais il y a une chaîne de communication. Que dans la chaîne de communication, il y a l'interprète, le passeur, celui qui joue la musique, et il y a la personne qui écoute la musique. Donc il y a effectivement tout un trajet qui s'opère, la personne qui conçoit à celle qui reçoit. Et que donc, les choses peuvent changer d'un pôle à l'autre, et dans le schéma de communication, ce qui est intéressant, c'est aussi d'étudier le pôle perceptif, ce qu'on fait de plus en plus souvent en musique. Ça me semble aussi être le cas dans les autres disciplines. Je ne peux pas trop m'avancer. Mais donc cette chaîne de communication est très importante, et qu'on est sensible sur ce point-là. Qu'est-ce qui relie peut-être le tout? C'est la temporalité, parce que l'étude de récit, je prends appui sur un texte majeur dans la narratologie, Temps et récit de Paul Ricoeur, par exemple, il étudie ça, et Gérard Genette, qui m'ont beaucoup inspiré dans mes cours, par exemple, ils étudient tous les deux, un peu comme on prendrait comme métaphore l'accordéon, pour voir comment le récit est disposé. La musique, c'est ça aussi. On ralentit, il y a le ralentendo, on vient de la voir avec le Gershwin, tout d'un coup, il y a un ralentissement, un fléchissement du tempo, l'image devient plus lente, et puis elle se réaccélère au rythme, bien sûr, ça va même très très vite. Le contraste, et donc la temporalité est manipulée, elle est reconfigurée, pour prendre une expression comme Paul Ricoeur l'invente. Et donc l'œuvre narrative doit être inscrite dans le devenir. Et ça, la musique répond à ça très très bien, comme un récit. Voilà. Je vous remercie en tout cas de votre attention. Je suis prêt à répondre aux questions quand vous le souhaitez. Merci beaucoup. Oui, je vois qu'il y a déjà des questions dans l'auditoire. On peut aussi laisser quelques minutes s'il y a des gens qui doivent partir. Vous pouvez partir, ça n'a pas de... Il est tard. On a beaucoup parlé. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on entend? Oui, je crois. Je ne peux pas régler de toute façon. J'espère que ça fonctionne. Oui. On a beaucoup parlé de liberté du compositeur, mais moins de la liberté de l'auditeur. Oui. Et est-ce que l'absence de titre donne plus de liberté à l'auditeur? Je pense que oui, qu'elle donne quand même pas mal de liberté. Elle fait fonctionner plus l'imaginaire, en tout cas. Mm-hmm. Alors, je crois qu'il y a une question là-bas. Oui. Mais je veux bien compléter peut-être ma réponse par rapport à cette question qui est intéressante, parce que en fait, les compositeurs eux-mêmes décident
parfois de travailler sur un support textuel, et puis le retire. Mahler a fait ça plusieurs fois. Dans sa 3e symphonie, il a fait ça notamment. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans les programmes de concert? On remet le texte que Mahler a finalement retiré. Donc, on va à l'encontre de son intention au départ. Et donc, je crois qu'effectivement, si on est capable aujourd'hui d'écouter une œuvre longue, parce que les symphonies de Mahler sont narratives, la plupart, les symphonies de Shostakovich le sont éminemment, parce qu'elles traitent de l'histoire de la Russie. Pas toutes. Enfin, une grande partie d'entre elles sont reliées à des événements historiques liés à la Russie. Et donc, c'est vrai que quand on connaît l'univers, on peut rentrer dedans, mais on peut aussi écouter une musique sans avoir le contexte textuel qu'il y a autour. Hein. Le contexte ne doit pas nécessairement être une nécessité pour apprécier une musique. Beaucoup de gens, d'ailleurs, écoutent de la musique, ou écoutent des chansons, d'ailleurs, sans savoir quelle est la signification des paroles. On sait très bien aussi que parfois on va à l'opéra, que si on ne comprend pas tout, on se laisse emporter par les sons. La magie des sons jouants, c'est l'intention aussi qui nous guide dans la communication. On reçoit cette communication sans avoir nécessairement une signification précise. Donc ça, c'est la subjectivité, bien sûr, de chaque auditrice, chaque auditeur qui joue. Et donc, je crois que le fait d'avoir à poser des titres clarifie un peu, mais c'est pas tout. Le défaut, le détournement d'une analyse musicologique approfondie, c'est de transformer un objet qui, au départ, n'est pas prévu pour cela, mais d'en faire quelque chose qui n'était pas destiné à une analyse narrative approfondie, si vous voulez, avec des schémas, etc. C'est vrai qu'on a tendance à faire ça, on a envie de le faire, on a envie de décrypter, de se dire, tiens, est-ce que c'est ce passage-là, est-ce que c'est celui-là, etc. Et en fait, on détruit un tout petit peu l'intention du compositeur. On pourrait détruire plus exactement l'intention du compositeur à ce moment-là. Voilà. Restons dans l'abstraction et l'imagination pour mieux fonctionner. C'est vrai que, voilà, mais peut-être un défaut aussi professionnel que les musicologues peuvent entendre d'ailleurs, je crois. La question. Voilà, la question. Oui, bonsoir. Vous avez parlé de la musique du point de vue de sa création, je pense, et c'était fort intéressant, merci. J'avais juste la curiosité de vous interroger sur les expériences que vous avez peut-être reçues des interprètes de la musique précisément. Y a-t-il chez eux parfois le besoin de verbaliser la musique pour pouvoir l'interpréter plus facilement? Y a-t-il le besoin de partager des images? Est-ce que cela dépend du type de musique qu'ils vont jouer? Est-ce que l'expérience fait qu'ils vont se comprendre sans parole? Avez-vous étudié un petit peu le rapport des interprètes à l'image et à la narration? Alors, c'est une excellente question. Étudier, je dirais non, pas particulièrement moi-même, mais du point de vue pédagogique, beaucoup estiment que pour rendre la musique accessible, dans des spectacles par exemple, il est bon d'avoir un narrateur qui raconte une histoire autour de différentes musiques choisies, autour d'une thématique commune. Et alors on élabore une fiction qui n'existait pas au départ et que les compositeurs n'ont jamais imaginé. Mais avec le patrimoine musical qui est le nôtre, à notre disposition, on peut très bien imaginer un spectacle continu, avec un fil narratif. Et alors, on élabore une histoire là-dessus. Et beaucoup de pédagogies fonctionnent comme ça, et sont très utiles d'ailleurs, parce que si on pense, quand on prend l'univers des contes, à Pierre et le Loup par exemple, on prend un univers de contes d'enfants et on le raconte à partir des instruments, on obtient des résultats extraordinaires par rapport à ça. Donc effectivement, c'est aussi une question très intéressante par rapport à la transmission, je dirais, de la musique. Pour faciliter justement son accès et pour rendre, je dirais, l'écoute possible pendant de longues minutes. Ce n'est pas facile quand on écoute une musique, si on n'y est pas familiarisé par rapport à ses codes, les topics, etc., que j'évoquais tout à l'heure. Il faut un certain temps d'accès à cela. Je considère que les œuvres longues, même à l'opéra, la durée étant longue, c'est pas forcément facile d'accès. Et ça, à ce moment-là, effectivement, un support narratif permet de entretenir l'intérêt. Et je crois que ça, pédagogiquement, c'est très utile. Voilà. Moi, je n'ai pas étudié dans le sens où je ne voulais pas aller dans ma présentation dans un sens où j'allais prendre ce pôle, disons, didactique ou de l'interprète en me disant, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait élaborer comme texte, ce serait une bonne chose à faire. Mais j'ai déjà assisté très souvent, avec
avec beaucoup d'émerveillement d'ailleurs, à des spectacles constitués à partir de musique narrative ou peu narrative, mais en les rendant narratives par rapport à un texte extérieur. Et je crois que c'est vraiment des choses qu'il faut envisager de faire assez régulièrement, sur le plan pédagogique en tout cas, si ça peut donner un élément de réponse par rapport à votre question. Merci. Une autre question dans la salle ? Je peux peut-être me relancer dans une autre question, parce qu'il y avait d'abord un petit détail qui m'avait intriguée, c'était cette apparition de l'ironie au moment où Hamlet est un peu violent, apparemment. Je ne comprends pas comment peut faire irruption cette idée d'ironie, ou cette indication. Il a mis dans la partition ironiquement. Oui, c'était écrit, on le voyait. C'était très clairement écrit, effectivement. Il a mis quelques indications, donc il a mis le portrait souvenir, en souvenir de l'ombre d'Ophélie. Donc la mélodie, c'était clair. Et puis c'est quelques mesures, c'est pas très long. C'est comme pour inverser la beauté de la mélodie et la dénaturer, il a indiqué l'ironie. Alors en fait, c'est la violence qui est plus juste. Si on relit le texte, il est très violent. Je crois même qu'il a peut-être même violenté à un moment donné Ophélie dans une autre scène. Donc le rapport qu'il a avec elle est très ambigu. C'est à la fois un rapport d'attirance, de respect et en même temps de rejet. C'est un être extrêmement ambigu. Et on n'a pas la solution. Et donc, Liszt a choisi l'ironie, qui est effectivement très intriguant. Il la renvoie en disant plusieurs fois « va au couvent », donc tu n'es pas digne d'être aimé d'un homme, hein, c'est ça que veut dire. Ta vie, c'est la vocation, c'est la religion, tu dois vouer ton corps, ton esprit, etc. Et surtout pas un prince de mon rang, donc tu n'es pas digne de moi, je résume un peu. La scène est assez brève aussi. Les interventions d'Ophélie sont rares, donc elles sont réduites à des portions faibles. Elle a surtout accès au chant. Ça, par contre, ici, on ne l'a pas parce qu'il n'a pas choisi cette partie-là. Or, elle chante. Elle a ses chansons et elle meurt en chantant, d'ailleurs, hein, quand elle se laisse emporter par le courant. C'est sa volonté, c'est une mort non violente, hein, choisir l'eau comme refuge ultime. Elle chante. Et donc, je ne sais pas très bien pourquoi il a choisi ironie comme intervention par rapport à ce moment-là. Mais pourtant, c'est assez juste si on prend le volet d'Ophélie, qu'est-ce qui vient entre, c'est ce passage-là, quoi. Voilà, c'est effectivement assez intriguant. De même qu'il dit thème lugubre, et il précise aussi un tempo lent et lugubre. Or, il est lugubre à certains moments, il n'est pas toujours non plus. Je crois qu'il y a un côté énigmatique dans la pièce, sur la folie, sur le genre humain et sur le personnage d'Hamlet, qui la rend très belle d'ailleurs, et qui la rend quasiment à interprétation multiple. Pas seulement le to be or not to be, où on aurait pu d'ailleurs dire c'est to be or not to be le début, parce qu'il y a l'être, et puis il y a l'absence d'être, et puis il y a de nouveau l'être, c'est la mélodie qui est là, puis qui disparaît, qui revient, etc. Peut-être. C'est surtout l'hésitation, c'est l'être qui est incapable d'aller dans le devenir, donc de s'accomplir, donc il est dans l'être, c'est un peu philosophique en fait, c'est un peu Parménide et Héraclite si vous voulez qui s'opposent. Hein. Parménide c'est on est ou on n'est pas, et Héraclite c'est le devenir, donc on peut être et ne pas être en même temps. Et ben, je crois qu'il y a un peu de ça, il y a un peu de... On navigue dans des flux comme ça un peu indistincts, un peu indéterminés, et il a choisi l'ironie, et il a demandé cette appellation-là. Alors est-ce qu'on s'est trompé sur l'interprétation ? C'est l'interprétation qui demeure aujourd'hui admise par rapport au poème symphonique. On peut toujours remettre en question une interprétation d'un poème symphonique, parce qu'en fait, on n'est pas censé écouter d'ailleurs ce poème symphonique comme si c'était, voilà, je prends la pièce, les 5 actes, et puis j'écoute la musique qui dure 15 minutes, et donc bien sûr on comprend bien que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas en tête la durée de cette pièce, hein, mais c'est beaucoup plus long. Hein,
probablement plus de 4 heures. Hein. Mais donc vous comprenez bien qu'on ne sait pas exprimer autant de choses. D'ailleurs, les autres personnages ne figurent sans doute pas dans le contenu de la musique de Liszt lui-même, mais donc il travaille sur des états. Est-ce qu'il aurait été ironique à certains moments? Le geste d'ailleurs de mépris qu'il a quand elle est assise sur le côté que Delacroix rend, elle n'est peut-être pas ironique à ce moment-là. Moi j'ai pris la lithographie de Delacroix qui correspond au mot, parce que Delacroix a mis en dessous, va au couvent, donc c'est ce qui correspond. Donc Delacroix a fait souvent des illustrations intéressantes, d'ailleurs dans Faust il a fait ça aussi à plusieurs reprises. Et il met la correspondance de son image par rapport au texte shakespearien. Ici, il ne fait pas ça vraiment, donc ça laisse la place à un doute en tout cas. Voilà, moi je répondrais ça. C'est vrai que ça laisse perplexe, effectivement, dans la traduction du poème symphonique. Alors le poème symphonique, Tondichtung en allemand, Tondichtung, la poésie du ton, du poème, c'est une appellation ambiguë parce que ça n'est jamais chanté. Et c'est un genre que Liszt a mis lui-même à l'avant-plan et qu'après Richard Strauss a encore cultivé, ça a été cultivé par après. Et c'est un genre qui se veut narratif, qui affirme sa volonté de faire référence à un mythe, à un personnage mythique, à un tableau éventuellement aussi, et ici à un personnage de théâtre, qui est en même temps le titre éponyme de la pièce, mais c'est plutôt un portrait. Moi j'ai appelé ça un portrait musical en fait. C'est plus juste d'ailleurs que dire qu'il s'agit d'une narration continue de l'intrigue en reflet à Shakespeare. Voilà ce que ça pourrait donner comme élément de réponse. Mais on navigue vraiment dans l'énigme quand on s'intéresse à Hamlet, et en plus, quand on essaye de voir les correspondances musicales, on demeure encore plus peut-être dans le questionnement. Je crois que la musique flotte déjà dès le départ, d'ailleurs. Elle navigue dans le flou. Oui. Bonsoir. Du coup, c'est peut-être moins une question qu'une réflexion que je me fais vis-à-vis de l'instrumental. Pour l'anecdote, je suis dessinateur et je ne sais pas dessiner dans le silence, et donc je m'accompagne de musique justement, et j'ai privilégié l'instrumental pour accompagner, justement pour tout ce que vous expliquiez sur le fait que ça déclenche des émotions, que ça donne des images, et donc chez moi ça sert particulièrement. Et ça m'a mené aussi, pour aller plus loin, à voir un peu l'évolution possible de la musique instrumentale avec l'évolution des médias qui sont les bandes originales et qui finalement sont un travail musical pour accompagner des images, mais qu'on se retrouve de plus en plus. Il y a des concerts, pour aller assister à des concerts de bandes originales où finalement j'écoute des musiques instrumentales comme ça qui viennent de films, de séries, de jeux vidéo que j'ai jamais vus, joués, touchés. Et où justement c'est là où on voit que ça reste présent, parce que même si ces musiques-là, pour moi, sont créées pour un autre produit à la base, si on les isole, ce qui est fort, c'est pas forcément le cas pour toutes, mais elles ont pour moi encore justement ce renouveau d'émotions et de pouvoir être interprétées par chacun en étant isolé de leur... Je sais pas si je suis très clair, hein, désolé, mais... C'est plus une réflexion qu'une question sur une évolution possible de la musique instrumentale aussi. Oui, mais je crois pouvoir donner un élément de réponse. Et ce qui me paraît intéressant à dire par rapport à votre réflexion, c'est qu'une musique n'a pas qu'une fonction. Qu'en fait, prenons l'exemple de la musique de film, dont je me suis assez bien intéressé, c'est que une musique qui provient, prenons le topic de tout à l'heure, grégorienne, au Moyen-Âge, le dies irae, et qui se retrouve dans Shining. Elle est détournée, elle n'est plus sacrée, mais elle devient l'image prémonitoire de la mort. Elle est transformée, elle a quitté sa fonction sacrée de départ pour entrer dans un tout autre univers. Et là, on l'a très très souvent, ce cas-là. Donc on peut écouter une musique en dehors de sa fonction initiale, la détourner complètement. On peut dire ça des musiques sacrées qui se transforment, on peut dire ça des musiques de danse qui se transforment. Quand elles perdent leur fonction initiale, c'est-à-dire la fonction de circonstance pour laquelle elles ont été créées, ou d'écoute, de caractéristiques d'écoute dans les salles pour lesquelles elles ont été créées, puisqu'aujourd'hui, on écoute de la musique partout, à tout moment. Elles sont complètement défonctionnalisées, quoi. Avant, la musique de chambre, c'était restreint dans un cadre intime, c'était aussi conçu
pour des gens qui n'étaient pas nécessairement tous des professionnels, puisque un quatuor à cordes, on pouvait avoir, par exemple, des instrumentistes un peu moins chevronnés pour les parties médianes que pour les parties solistes. Un orchestre, l'orchestre de chant pouvait varier, etc. Mais là, maintenant, une fois qu'on écoute ça ailleurs, on ne se rend même plus compte de ces caractéristiques qui étaient intrinsèques à la musique au départ. Donc, ça a évolué complètement. Ça n'a plus d'importance. On les réutilise. Elles sont revisitées dans la publicité, par exemple. Elles n'ont même plus le sens qu'elles avaient. Moi, je me souviens d'avoir fait, sur la chevauchée des Valkyries, l'usage de la musique de pam 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 de la chevauchée des Valkyries au cinéma, et d'être allé jusqu'à une publicité Pampers qui utilise cette même musique. Et donc, vous voyez la trajectoire de l'usage que Wagner en avait fait pour insister sur ces femmes qui avaient des coursiers et qui volaient, enfin c'est mythologique bien sûr, dans l'espace. Et puis cette musique, à un moment donné, utilisée, parce qu'elle est très connue, elle est devenue très connue, tout à fait en dehors de son contexte. Chronique. Et on passe d'un univers à l'autre. C'est la force de la musique aussi, c'est parce qu'elle a un pouvoir de communication, mais elle est complètement défonctionnalisée à ce moment-là. Et donc, elle serait asémantique alors, elle perdrait toute caractéristique sémantique, puisque c'est comme si on ne savait même pas traduire d'une langue à l'autre, c'est dire autre chose dans un ailleurs. Mais ça, je crois que c'est une caractéristique générale et universelle de la musique, elle est nomade. Donc, elle passe d'un univers à l'autre, et elle est audible par beaucoup d'auditeurs, et c'est sa force. Parce que dans des univers où on ne parle pas la même langue, par exemple, et au XVIIIe siècle, dans les capitales européennes, on ne parlait pas la même langue, mais qu'on jouait la même musique, tout le monde pouvait aller écouter cette même musique, en éprouver le même plaisir, ou des plaisirs, disons, voisins, hein, et en même temps ne pas parler la même langue. Alors, ils pouvaient très bien s'entendre dans le domaine de la musique, et c'est là que la puissance de communication et des émotions de la musique est forte, que le langage n'a peut-être pas, puisque si on ne s'entend pas et qu'on ne parle pas la même langue, qu'on ne comprend pas du tout l'autre, on sent bien qu'il y a un mur d'incompréhension. Or, la musique, elle traverse clairement les univers, les civilisations. C'est parfois plus délicat quand on aborde les musiques du monde et qu'on va très loin dans les musiques traditionnelles et qu'on se demande, quand elles sont fondées sur des échelles qui ne sont pas du tout les nôtres, où sommes-nous dans ces territoires si lointains, quoi. Ça, c'est vrai. Mais la dévoxionisation, elle est très fréquente. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, la question de la signification, elle vole en éclats, si on veut. Ici, moi, j'ai pris des exemples un peu d'historiens de la musique en m'appuyant sur ce qu'était aussi la volonté de la création. Voilà, par rapport à ce qu'on pourrait apporter dans cet univers-là, quoi. Mais c'est vrai qu'on peut aussi l'aborder de cette façon-là. On peut aussi aborder la question, la musique est... Donc, moi, j'ai pris la position narrative, mais j'aurais pu prendre la position inverse et prendre des exemples qui vont dans le sens inverse. Hein. Prendre des musiques compliquées ou des musiques dans les musiques contemporaines, par exemple, les musiques répétitives. Oui, elles ont un début, elles ont une fin, mais est-ce qu'elles tissent un fil narratif? Jusqu'à quel point on peut considérer que oui, que non? J'aurais pu prendre des exemples dans cette voie. On aurait eu le pôle inverse alors. Voilà, c'est effectivement une panoplie large. Je crois de toute façon, en partant de la linguistique et en glissant dans la musique, il y a des ponts, mais il y a aussi bien sûr des frontières, quoi, et qui ne sont pas poreuses à ce moment-là, et qui écartent les choses. Et il ne faut pas vouloir les rassembler inutilement. Voilà un élément de réponse par rapport à la défonctionnalisation. Ça me semble peut-être donner une ouverture à votre question, réflexion en tout cas. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que nous pouvons libérer les auditeurs et les techniciens en vous remerciant encore au public et aux conférenciers. Merci beaucoup. Et nous vous invitons à boire un verre. C'est la dernière séance de l'année académique. Nous avons droit à 3 conférences. C'était la 3e. Alors, je vous invite à boire un verre. Merci beaucoup.